Reliance et résilience. Denis Jacquet, serial entrepreneur, transmet les clés de succès des entreprises qui réussissent à l'international. Une interview pour la chaîne Reliance et Résilience. Bonjour à tous, bonjour Denis. Bonjour. Diplômé HEC 1989, Denis Jacquet est un entrepreneur né qui a aidé et aide de nombreux entrepreneurs. Il a, dès le début de sa carrière, déployé ses talents d'entrepreneur dans différents domaines. L'immobilier d'entreprise, la formation à distance, le e-learning, l'accompagnement international des startups, etc. En 2009, Denis crée Parrainer la croissance, une association dédiée à la croissance des PME en France et à leur internationalisation. L'association a accompagné plus de 5000, voire 6000, je crois, entrepreneurs. Il lance également l'accélérateur de croissance, un incubateur qui favorise le passage des seniors des grands groupes vers les startups et les PME. En 2013, il est également le chef de file international des Assises de l'entrepreneuriat lancées avec Fleur Pellerin. 2016, il crée l'Observatoire de l'ubérisation pour comprendre et accompagner intelligemment la transformation digitale de la société. En 2017, Denis crée Day One Movement, un think tank international qui promeut l'utilisation des nouvelles technologies en veillant à leur impact positif sur le monde. En 2022, il crée Top Cream, le Netflix des meilleures conférences mondiales qui sera disponible à partir de septembre en Europe et aux États-Unis. Nous y reviendrons. Denis est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. Pourquoi votre prochain patron sera chinois? Et Covid, le début de l'affaire, la fin de la démocratie. Avec Denis, aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la reliance et de la résilience à l'international. Un grand merci d'être avec nous, Denis, aujourd'hui. Alors, commençons par la reliance. Vous avez beaucoup entrepris, créé des business, pour ça, vous avez beaucoup relié des gens, des pays, des compétences. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de relier pour réussir dans l'entrepreneuriat? En fait, je pense que l'entrepreneur, surtout de petites et moyennes entreprises, il est vraiment le reflet de ce qu'est la vie humaine, dans son acceptation la plus, brute. C'est-à-dire qu'en fait, la vie humaine, le corps humain, c'est que des neurones, des synapses, de la circulation, de l'alimentation. Donc finalement, c'est de la liaison et quand on pense même anthropologie, et qu'on discute un peu avec ceux qui s'intéressent à ces sujets, je sais pas, Pascal Pic en France, on s'aperçoit en réalité que quand on était des chasseurs-cueilleurs, on était plutôt dans des entités de 50 à 150 individus. Et finalement, c'est la taille d'une PME, en tout cas, c'est la taille d'une PME française principalement. Et donc, du coup, c'est une structure dans laquelle cette liaison entre les hommes et les femmes, on va dire les hommes au sens générique du terme, permet de faire quelque chose. Après, à titre peut-être plus personnel, pour mettre une petite touche là-dessus, c'est vrai que l'entrepreneuriat avant était souvent une affaire de transmission, ça a été assez longtemps le cas sur les siècles passés. Désormais, c'est ouvert à tous et ouvert à des gens qui, comme moi, viennent de milieux pas pauvres, mais modestes, parfois beaucoup plus modestes. Et finalement, le fait d'être relié aux autres et de faire ensemble compense l'inexistence d'un héritage, d'un réseau naturel, d'un réseau de pouvoir, d'un réseau de business qu'on n'a pas. Donc finalement, l'entrepreneuriat, c'est comme le corps humain, c'est comme la vie humaine, c'est qu'une histoire de liaison et de circulation. Alors après, le problème, c'est qu'il y a, ou problème ou l'opportunité, c'est qu'il y a deux autres niveaux qu'on doit gérer aussi. La première chose, c'est qu'on doit gérer des antagonismes, relier des choses qui s'opposent. Et finalement, là aussi, c'est un principe physique et physiologique, enfin, il a plein d'acceptations, mais si vous réfléchissez bien, finalement, le chaud, le froid, la pression, la dépression, le plus et le moins pour l'énergie, en fait, on doit combiner des opposés. Et ça, c'est la deuxième difficulté de l'entrepreneur, parce qu'il réunit autour de lui des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément là pour être des amis à vie, mais qui sont là pour faire des choses ensemble et qui sont souvent antagonistes pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps de voir ce matin, mais que vous imaginez bien. Certains sont plus dans la créativité, d'autres plus dans le process, d'autres plus dans la sécurité, d'autres dans l'innovation totale. Il faut générer des antagonismes. Et en fait, là aussi, on est un petit peu le reflet de ce qu'est l'homme et la vie humaine, gérer des contraires. Et ça, c'est un deuxième niveau dans l'entrepreneuriat qui est intéressant parce que réussir à recréer une société basée aussi sur des antagonismes qui créent de la force
mais qui peut aussi créer de la destruction, c'est un élément extrêmement intéressant. Puis la troisième, c'est qu'on doit finalement, peut-être encore plus que les autres dans des petites entreprises, relier l'invisible. Et ça, c'est le cas aussi pour les êtres humains. On sait que quand on est face l'un à l'autre, il y a des réactions électriques, chimiques, dont la plupart qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui, qui sont indicibles, qui sont invisibles, mais qui existent. Donc c'est pour ça qu'il se passe dans le monde physique des choses qui ne peuvent pas pour l'instant se passer dans le monde digital. Alors évidemment, demain, avec des capteurs, avec des stimulateurs, on va finir par réussir à reproduire un certain nombre de choses, mais si vous pensez notamment à la visioconférence, il y a des choses où la vitesse du cerveau et la vitesse de l'information ne sont pas les mêmes, ce qui fait que ce micro-décalage de microsecondes fait qu'il y a des choses, c'est impossible de les reproduire à distance. Donc, on relie les hommes, au sens générique du terme, on relie des antagonismes, on relie de l'invisible, et c'est ça qui fait un petit peu le charme et en même temps la difficulté de l'entrepreneuriat. Donc oui, moi je relie, mais pas moi. On relie, nous relions tous, nous entrepreneurs, et j'allais dire peut-être plus spécifiquement ce qu'on appelle les petits et moyens entrepreneurs, parce qu'on est dans des petites sociétés dans lesquelles on a un nombre de personnes dans lesquelles une personne manque, la société peut vraiment s'arrêter, alors que dans une grosse machine, K1, KA, ça peut continuer à passer. Donc, ce qui est certain en tout cas, dans une PME, c'est qu'on ne peut rien faire seul. C'est-à-dire que l'entrepreneur, l'entrepreneuse, il va initier, il va pousser, il va personnifier aussi, et c'est ça l'avantage et l'inconvénient de la PME, alors que la plupart du temps, tout est remplaçable. Dans une PME, c'est plus compliqué. Quand le fondateur ou la fondatrice n'est plus là, c'est plus la même chose, mais on ne fait pas seul. Donc, du coup, à un moment donné, si vous pensez, enfin moi j'étais en équipe de France d'athlétisme quand j'étais très jeune, c'est un exercice solitaire, mais vous êtes le produit d'un collectif. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un bon entraîneur, un bon coach, un bon médecin, etc., vous ne réussissez pas, même malgré vos qualités intrinsèques. Donc même l'exercice le plus individuel reste un exercice de liaison entre des gens qui se mélangent et qui font. Donc pour conclure, moi, je vais dire que je dis toujours que l'entrepreneur, c'est un égoïste d'intérêt public ou c'est un acte individuel d'intérêt collectif. Parce qu'en réalité, il le fait pour lui. Hein, quand on entreprend, on ne faut pas se raconter d'histoire, on le fait pour soi avant tout. On a un objectif personnel de réussite, d'estime de soi, d'ambition. C'est pour soi. Hein, tous ceux qui disent qu'ils l'ont fait pour l'humanité, je leur laisse la responsabilité de ce truc, mais ça arrive jamais. Bon, des sœurs Teresa dans l'entrepreneuriat, il y en a très peu. Ça arrive, mais c'est très très peu, même chez les entrepreneurs sociaux. Mais c'est un égoïsme collectivement utile. Donc, il est tout et rien, et son histoire, c'est celle de la mise en mouvement, de ce que vous appelez la reliance, de la liaison entre des idées portées par des hommes qui s'assemblent pour les faire réussir. Donc, l'entrepreneur, à nouveau au sens générique, il est maître du temps, de la vision, des rouages, mais finalement, il doit mettre un monde autour de lui en mouvement, donc relier, répartir la charge, répartir le risque, créer une dynamique, et finalement, une idée, quelle qu'elle soit, ça reste effectivement un processus assez solitaire. On a une idée au départ, donc c'est à soi, c'est pour soi, mais sa mise en œuvre, elle est forcément collective. Donc, lier, relier, c'est l'essence de l'homme, de l'humanité, et par définition, c'est celle de l'entrepreneur. Alors, Denis, justement, je crois que vous avez eu l'occasion de racheter une entreprise dans laquelle il a fallu gérer cette antinomie apparente entre innovation, processus, pour avoir de la résilience là où c'est pertinent. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, alors c'est vrai que c'est toujours plus, c'est toujours mieux de partir de quelque chose enfin de l'égayer, de donner un exemple, mais effectivement, moi j'ai créé des entreprises et une seule exception à ça, c'était le rachat d'une entreprise alors ça peut faire rire aujourd'hui, de formation par correspondance. Donc à l'époque, encore aujourd'hui, on forme encore les gens avec du papier. Et c'était vraiment une grande dame de la formation par correspondance française. Tout le monde connaît ces marques, et certaines sont plus que centenaires d'ailleurs, notamment l'école chez soi, l'école universelle, qui étaient des marques centenaires, qui avaient vraiment inventé en France, il y a plus d'un siècle, la formation par correspondance. Et en fait, c'est typiquement l'exemple de la boîte qui a une forme de process très huilé. On parle d'il y a 20 ans, hein, un petit peu moins. Mais des process qui étaient faits non pas véritablement pour la résilience, mais pour la survie de l'entreprise. C'est-à-dire que
on avait fini par bâtir des processus qu'on avait appelés résilients, je parle de ceux qui étaient avant nous, mais qui étaient en fait pour essayer d'extraire de la machine tout ce qu'elle pouvait encore sortir sans la remettre en cause. Donc en réalité, on avait complètement déconnecté la vision et les process. Et donc du coup, les process étaient plus au service d'une vision de développement, mais d'une vision de survie. Et donc en fait, c'est là où il ne faut pas se tromper de débat. La résilience, quand elle est mise en place, elle doit être là pour servir une vision et continuer à la servir. Et donc à un moment donné, si toute l'entreprise est braquée sur le fait de mettre en place des mécanismes qui permettent la survie de l'existant et non pas son adaptation au changement et à se doter d'un avenir, ben en fait, elle disparaît. Alors, elle met juste plus de temps à disparaître. Donc, parce qu'on arrive effectivement à la faire survivre plus longtemps que prévu. Donc, je pense que c'est là qu'il ne faut pas se tromper. À un moment donné, comme on a pu avoir ce débat sur l'IT, sur l'informatique dans les années 70, 80 et même un peu après, on s'est aperçu qu'à un moment donné, souvent, parfois, les services informatiques, hein, sans mauvais esprit de ma part ni quoi que ce soit, finissaient par créer de la sécurité pour eux-mêmes, mais plus de vision pour l'entreprise. Alors qu'en fait, tous ces outils, qui ne sont que des outils, doivent être là au service d'une vision. Alors, le deuxième coupable là-dedans était souvent parfois le dirigeant ou la société au sens global, hein, que ce soit politique ou économique, qui, à défaut de vision, bah, faisait que les autres faisaient ce qu'ils pouvaient pour maintenir l'existence. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés, notamment françaises, etc. On maintient l'existant avec des process, mais en fait, on cache de la misère. Donc, du coup, s'il n'y a pas de vision, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas être service de cette vision. Mais dans beaucoup d'entreprises, j'ai constaté que beaucoup de ces outils étaient mis au service de la survie d'un confort, de la survie d'habitude et plus d'une vision. Donc, c'est ça qui m'avait intéressé dans cette expérience de cette reprise d'entreprise, c'est d'arriver à remettre la vision comme le point essentiel et de revoir tous les process pour qu'ils soient au service non plus d'une survie, mais d'un avenir. Et donc ça, c'est ce qui nous avait permis, après je crois l'entreprise avait fait 3 ou 4 dépôts de bilan, de la faire tenir, de la relancer. Et je crois qu'après mon départ et la cession, elle a tenu plus de 20 ans, alors que pendant 10 ans, elle avait fait 4 dépôts de bilan. Donc, et c'est ça, donc c'est ça l'essentiel. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait dans une entreprise, la résilience comme d'autres choses, sont des choses qui doivent être faites pour alimenter, permettre une vision, mais une vision qui s'adapte dans le temps. Si on oublie ça, ben finalement, on se coince dans le présent, mais on n'aborde plus l'avenir. Merci beaucoup. Alors maintenant, allons vers l'Afrique où vous avez, beaucoup vous êtes toujours très actif, hein. Comment là-bas se forge la résilience? Est-ce qu'il y a des différences avec ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe? Comment ça marche en fait dans ce continent qui est tellement mouvant? Alors, c'est intéressant parce que c'est une alors moi j'y vais souvent, donc parfois je fais plus très attention, mais j'étais invité, comme souvent à mon passage en France sur un plateau, je crois sur CNews. Et vous vous rappelez, c'était au mois de juillet 2022, donc il n'y a pas si longtemps, et on parlait de la canicule. C'est quelques jours, alors peut-être même quelques semaines, si on fait le bilan de l'été caniculaire, qui ont plein de conséquences catastrophiques qui ne sont pas le sujet d'aujourd'hui, mais on parlait de la canicule. Et donc il y avait autour du plateau, notamment un prof, d'ailleurs que je croise souvent sur les plateaux, qui est très sympa, très en verbe, qui a le verbe haut, qui est assez marrant, et, et qui disait, mais c'est terrifiant, les professeurs peuvent pas faire cours, ils n'ont pas la climatisation, les enfants peuvent pas se concentrer. Et pour moi, qui préside SOS pour les États-Unis, qui est la plus grande ONG sahélienne, donc en fait, moi, je traite 11 pays dans lesquels la canicule, la sécheresse, la progression du désert est telle qu'on va chasser de leurs terres et interdire d'avenir entre 250 et 400 millions de personnes. Et je pouvais pas m'empêcher d'avoir un petit sourire en disant pauvre monde occidental. Hein, je ne suis pas du tout anti-occidentaliste, extrême gauchiste et quoi que ce soit. Au contraire, je suis très libéral et digital, mais je ne pouvais pas m'empêcher un petit sourire en disant mais les gars, sortez un peu de chez vous. La canicule au Sahel, quand vous avez une petite école dans un village, quand il fait moins de 40 degrés, c'est un miracle. Et les gens sont dans une salle, ils sont souvent une centaine, parce qu'on n'a pas le luxe de se payer plusieurs classes. Alors, il n'y a pas de clim parce qu'il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, maintenant, il y a des panneaux solaires qui alimentent deux, trois choses.
Il n'y a rien. Donc ça veut dire en gros que dans un monde darwiniste, aujourd'hui, les Occidentaux avec de la canicule vont tous mourir. Ce sera les premiers dinosaures à disparaître de l'espace terrestre. Nous sommes en train de devenir les dinosaures et à la première météorite, nous, Occidentaux, on va disparaître. Alors qu'aujourd'hui, un gamin qui est né dans le Sahel, vous l'amenez dans une classe même à 28 degrés à Paris, il trouve qu'il fait frais. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on est devenu confortable, craintif, sensible et non résilient, justement. Donc, je pense dans cet univers de changement profond, on est vraiment plus fait pour survivre. Et si en plus il y a des changements climatiques forts, alors là, on ne va pas y survivre. Donc, très peu de gens vont être capables de s'y adapter. Donc, du coup, l'Afrique, le paradoxe, parce qu'il y a toujours des paradoxes dans cette histoire, il y avait cette histoire de la canicule, et puis après, il y avait le Covid. Quand vous alliez en Afrique pendant le Covid, alors peut-être, allez, à l'exception de l'Afrique du Sud, où il y avait pas mal de morts, etc., mais grosso modo, l'Afrique n'est pas morte du Covid. D'ailleurs, le reste du monde non plus, mais la presse nous a convaincus, a voulu nous convaincre du contraire pendant 1 an et demi. Donc, au final, on a quoi, 0,001% de la population qui est décédée, ce qui est très triste, mais néanmoins, personne n'est mort. Et en Afrique, encore moins. Bon. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que quand vous alliez en Afrique, vous disiez, mais votre Covid, là, c'est quoi cette maladie de blanc? Et donc, pourquoi? Parce que quand vous avez l'Ebola en Afrique, quand vous attrapez l'Ebola, vos chances de vous en sortir sont même pas de 1%. Donc, c'est exactement l'inverse. Donc, vous attrapez l'Ebola, vous mourrez. Il y a 400 000 morts du palu chaque année, vous mourrez. Voilà. Donc, le Covid, pour eux, c'est juste une rigolade et c'était le symptôme pour eux d'un monde occidental qui était devenu tellement craintif, peureux, sensible, surtout politiquement, qu'effectivement, toucher une partie de la population essentiellement âgée, souvent comorbide, mais certainement âgée, ils ont bien senti que c'était plus un calcul électoral qu'un calcul sanitaire. Et quand vous regardez les élections françaises, sans surprise, effectivement, le président Macron, mais ça aurait pu être un autre, a été réélu par les plus de 70 ans. Donc c'était un calcul politique avant d'être un calcul sanitaire. Ils appelaient ça une maladie de blanc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a deux paradoxes. Le premier paradoxe, quand vous êtes dans un monde digital, c'est que c'est un monde normalement capitaliste dans lequel il y a une compétition. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans le monde digital, dans le monde capitaliste, la réalité, c'est que tout le monde tend vers le monopole. C'est un truc de fou. Quand vous y pensé, vous dites, mais non, mais c'est une course de gladiateurs, on est tous entre eux, on va essayer de se battre comme des chiffonniers, d'être les meilleurs. Non, au bout d'un moment, il y a pratiquement un seul Facebook, il y a un seul Google qui règne en maître. De côté chinois, nous, il y a un Amazon d'un côté, il y a un Alibaba ou un Tencent de l'autre. Il y a un monopole. Le deuxième paradoxe, c'est que finalement, l'Afrique, aujourd'hui, elle est résiliente, elle est jeune, elle est adaptable, elle n'a pas peur de cet inconfort qui aujourd'hui nous ruine, mais elle tend vers ça. Donc en réalité, à son tour, quand elle aura atteint un niveau de développement et de confort, elle deviendra un Occident, comme les autres. Donc du coup, l'Afrique, en tout cas à ce stade, elle a une résilience très forte, elle a des handicaps majeurs aussi, sa corruption politique, l'incapacité des États à s'entendre ensemble pour faire des choses collectivement, la pression très forte des Chinois, des Indiens d'un côté, progressivement des Américains, le désengagement des Français qui disparaissent progressivement d'une zone qui est pourtant une zone d'avenir, qui est passée de la première place dans les pays de l'Afrique de l'Ouest à la 7 ou 8e et bientôt la 10e en Afrique, ce qui est juste une hérésie totale, d'un manque de vision terrible des pays européens. Donc voilà, l'Afrique, c'est l'avenir, parce que c'est le pays avec l'Inde à la plus forte démographie, c'est 50% de la population qui a moins de 25 ans, c'est une capacité de faire du leapfrog, comme on dit dans le digital, c'est-à-dire de passer de l'étape 1 à l'étape 10 sans passer par les 9 étapes intermédiaires ou les 5 étapes, le paiement mobile, la digitalisation de tout un tas de services. La plupart des jeunes d'Afrique n'auront jamais vu, comme en Chine, une carte bleue, seront passés directement au paiement sans contact, sans banque, etc. Donc voilà, c'est un pays, là aussi, de paradoxe. La résilience y est essentielle, parce que les gens vivent dans un inconfort majoritairement qui est très fort. Et ça les rend plus forts que nous. Donc à un moment donné, ils seront meilleurs que nous, parce qu'ils sont plus jeunes, ils ont une envie d'avenir, et non pas dans un maintien du passé, comme ce confort qui nous endort et nous étouffe progressivement. Donc voilà, nous, on tape dans le gras, pour être un peu vulgaire, on maintient notre héritage, c'est ce qui fait que la France, etc., ça tient et ça va tenir encore
un certain temps, mais on voit bien que ça décline. Mais tous ces pays aspirent eux-mêmes à faire du gras. Donc un jour, ils seront à notre place et ils seront aussi moins résilients et moins résistants, mais pour l'instant, ils sont du bon côté de l'équation. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire de l'Afrique aujourd'hui. Elle passe à l'étape digitale très vite. Elle a plein de handicaps encore à surmonter. Elle est très jeune et elle a un niveau de résilience que plus aucun occidentaux n'a nulle part désormais. Ok. Donc là, on comprend qu'en fait, leur résilience est due à la non-habitude au confort, à la jeunesse, etc. Est-ce que c'est aussi lié à la reliance, puisqu'on a parlé de reliance au début de cet entretien? Est-ce qu'il y a une reliance plus forte aussi qui permet tout ça ou... Oui, il y a une relance. Alors là aussi, c'est toujours, il n'y a jamais, désolé du mauvais jeu de mots, tout noir ou tout blanc, mais il y a, tout le monde me connaît pour mes très mauvais jeux de mots, mais ils savent qu'ils sont sans mauvaise connotation derrière, par ma passion pour l'Afrique. Mais euh, alors, reliance, oui, parce que, et à nouveau, c'est pas un discours anti-occidental, hein, c'est pas du tout mon sujet, et j'adore cette civilisation, mais même si elle est déclinante, elle a apporté, elle continue à apporter des choses incroyables, mais on sait qu'on a tué aussi la notion de famille et la notion de famille élargie. C'est un truc qui qui n'existe plus aujourd'hui. Et moi, pour moi, quand j'ai vécu au Maroc, notamment, j'ai vu le début de ce phénomène auquel j'avais jamais assisté. C'est-à-dire que vous passez d'une société très familiale, dans laquelle vous aviez, notamment au Maroc, mais dans d'autres pays aussi, ces fameuses maisons que tout le monde d'ailleurs voulait s'offrir, tous les bobos parisiens voulaient s'en acheter une à Marrakech ou ailleurs, mais dans lequel vous pouviez avoir jusqu'à 80 pièces, 3 ou 4 générations qui vivaient ensemble. Et ça, avec l'augmentation du prix de l'immobilier et le développement économique, plus personne ne peut faire en sorte d'avoir 3 générations qui vivent sur le même lieu, c'est impossible. Donc du coup, beaucoup restent dans les territoires, en province, etc. Et puis ceux qui arrivent à faire des études, les nouvelles générations viennent à la ville, dans lequel les prix sont juste insupportables et donc du coup peuvent prendre des petits appartements. Et du coup, on ne peut même plus apporter cette solidarité à ses aînés parce que simplement, on ne peut même plus les loger. Et donc l'Afrique n'en est pas encore là. Elle est encore dans une structure familiale très forte où on peut encore avoir une ou deux générations à domicile. Et donc cette reliance familiale, parfois tribale, parfois plus forte, est extrêmement importante. La reconnaissance par la tribu, par votre origine, de quelle tribu vous êtes, de quelle ville vous êtes, de quel langage vous parlez, est-ce que c'est du Bambara, est-ce que c'est du Djoula, est-ce que c'est d'autres trucs. Ce sont des signes de reconnaissance élargie qui font que un Africain, une Africaine vous dira toujours c'est ma sœur, c'est mon cousin, même si c'est pas sa vraie sœur et son vrai frère. Donc cette reliance, elle existe toujours. En même temps, elle peut être aussi assez fratricide. Hein. Si vous êtes entre deux structures qui sont éloignées, soit par la religion, soit par la géographie, soit, on l'a vu au Rwanda, on l'a vu dans tellement de pays, mais tout à coup, elles sont capables aussi d'avoir une déreliance, c'est-à-dire une décomposition, un affrontement, une guerre, quelque chose qui au XXIe siècle existe encore, avec des frictions très dures. Je veux dire, à côté de ça, Corse du Nord, Corse du Sud ou autre, c'est vraiment de la rigolade. Donc on a encore aujourd'hui des gens qui sont prêts à s'écharper, à se tuer parce qu'ils ne proviennent pas du même village, de la même religion. Enfin, regardez la progression de la religion musulmane en Afrique. Elle a créé, comme souvent, et à nouveau je le dis sans connotation péjorative, elle a créé des frictions terribles. Et vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le reflet aujourd'hui d'un pays qui était comme l'essentiel de l'Afrique animiste et qui progressivement, il y a une incursion religieuse avec le nord et le sud, chrétiens d'un côté, avec les héritiers d'Houphouët-Boigny et puis musulmanes de l'autre, et avec, on sent une tension qui monte, parce que malheureusement, aujourd'hui, l'activisme religieux est à nouveau très présent et pose des problèmes. Donc oui, reliance très forte, très claire, et quelque chose qu'on a perdu, et notamment familial très élargi, et ça c'est juste essentiel. Ça permet à des gens de faire la tontine, continuer à marcher en Afrique. Donc de faire des choses ensemble qu'on ne peut plus faire dans un univers occidental, et en même temps, un monde un petit peu fractionné qui continue à s'opposer sur des critères qui désolent forcément progressivement, notamment religieux, mais pas que, aussi tribaux. Mais voilà ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Mais néanmoins, je maintiens que son avenir est clairement devant elle.
Merci beaucoup Denis de nous avoir expliqué comment la résilience, la reliance permettait le développement des entreprises et comment tout ça se jouait avec la survie, l'innovation, le développement au service d'une vision et puis d'un impact positif collectif. Merci infiniment. Alors Denis, Day One Movement, c'est bien un vecteur de reliance au service de la résilience? Ouais, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est analyser l'impact des technologies sur la société et se dire que, alors c'est un parti pris personnel, peut-être un peu mon côté libéral, c'est que c'est les entreprises qui devaient en être le vecteur et pas les gouvernements. Ils feront que suivre parce qu'ils n'ont pas de vision, pas d'idée, pas de créativité et surtout pas de connaissance d'économie. C'était les entreprises qui devaient être le fer de lance de ça, mais qu'individuellement, elles faisaient trop de choses individuellement et trop peu collectivement. Et donc, du coup, bah, mon métier dans ce Day One Movement, c'est de rassembler ceux qui font plus vite que les autres pour les amener, à créer une dynamique collective et à la partager avec ceux qui sont moins avancés pour qu'ils puissent gagner du temps sur la fameuse courbe d'expérience et le faire plus vite. Donc, en fait, tout est axé sur le fait de réfléchir ensemble, de se doter de vision et de mettre les outils au service de cette vision, comme on le disait un petit peu plus tôt, et surtout de le faire ensemble. Et donc, y compris dans des industries qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ce qui nous manque beaucoup. C'est-à-dire que les industries se rassemblent par similarité, c'est un peu comme les réseaux sociaux, comme nous tous maintenant, mais se rassemblent assez rarement par fonction ou par objectifs sociétaux. Et donc, finalement, on essaye de ramener à travers la société le fait d'utiliser des outils, les mettre au service d'une vision et fait que les entreprises la portent et de les rassembler pour qu'elles agissent ensemble. Et donc, bah, finalement, au bout d'un moment, on finit par faire en sorte que ses propres idées pseudo-intellectuelles se traduisent par des actes en vrai dans ces entreprises entrepreneuriales. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le mouvement des One. Super, merci beaucoup. Avec Merci Denis. plaisir.